Alors, attends, hop, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Oui, donc je disais que j'étais très heureuse d'être avec vous. Je suis plutôt là pour répondre à un certain nombre de questions. Je commencerai d'abord en vous disant un très grand merci parce que l'air de rien, on suit évidemment les travaux que vous menez ensemble et dans les moments parfois un peu compliqués de cette année universitaire, on est parfaitement informé du fait que vous avez poursuivi les travaux. Et ça, un très grand merci à tous. Voilà, donc je voulais commencer comme ça. On arrive en fin d'année universitaire, on commence à entreapercevoir le moment où on se retrouve tous. On espère pouvoir se retrouver d'ailleurs en présentiel, ce qui nous fera tous un immense plaisir. Et donc, merci. Voilà. Pour ouvrir cette réunion, donc, Nanoufa m'a demandé en fait, d'être là pour répondre à vos questions et peut-être vous dire où on en est des arbitrages divers et variés, puisque, comme vous l'imaginez, on suit avec intérêt non seulement les travaux, mais aussi les textes réglementaires qui sont en train d'être, qui vont sortir. Et donc, vous aviez des interrogations. On va déjà répondre à un certain nombre d'interrogations qu'on va remonter. Donc, on va déjà commencer peut-être par ça. Et puis après, à disposition pour répondre si tant est que j'ai la possibilité de le faire. Et mes réponses engagent à la fois, mais engagent le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Solidarités et de la Santé, bien évidemment, puisque nous prenons nos décisions ensemble et en concertation. Voilà. Je voudrais souligner aussi le travail remarquable qui a été fait par la mission R2C. Et si nous, on ne s'est pas vu souvent, je peux vous dire par contre que j'ai vu souvent, et nous avons vu souvent, la mission R2C qui travaille énormément. Et encore merci à tous. Alors, la réforme du second cycle des études médicales, bon, très clairement, le décret a été voté, enfin est passé au CNESER et à la CNEMOP. Il est passé avec la quasi-unanimité des voix. Donc actuellement, il est en Conseil d'État et très clairement, il va sortir donc le décret relatif à l'accès au troisième cycle. Il va donc sortir vraisemblablement avant le 22 juillet, voilà, puisque il fait partie des décrets prioritaires dans la mesure où il y a actuellement un certain nombre de textes officiels qui butent un peu au niveau du Conseil d'État parce que tous les textes sortent en même temps. Et donc, ce texte-ci, il y en a d'autres, mais ce texte-ci fait partie à la fois pour le ministère des Solidarités et pour le MESRI des textes prioritaires. Donc voilà, ce décret va sortir et de fait, dès l'instant où le décret sort, derrière, les arrêtés peuvent sortir sans souci, puisque pour pouvoir sortir des arrêtés, mais il faut que le décret passe d'abord. Et donc, ceci peut expliquer. Alors, parfois, on peut se dire ah oui, mais alors, s'il ne sort pas, c'est que. Non, ce qui ne sort pas, c'est qu'en l'occurrence, pour l'instant, on est un peu devant une porte là et que les décrets passent les uns derrière les autres. Et donc, voilà, arrêter. Et les arrêtés, c'est plus simple, puisque ce sont des arrêtés qui sont signés par les trois ministères, hein, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur et des Armées. Mais bon, pour un arrêté, c'est beaucoup plus facile et les arrêtés. L'arrêté transitoire, il est déjà rédigé et l'arrêté relatif, il ne manquera plus que l'arrêté sur l'appariement, mais l'autre va sortir dans la foulée. Donc voilà sur la première question concernant le décret. Je sais qu'il y avait des interrogations, donc il n'y en a pas. Et actuellement, il a déjà été lu, ce décret. Le rapporteur du décret nous a demandé quelques précisions qui lui ont été données, qu'il attendait avec impatience. Et donc voilà, pour l'instant, pas de sujet sur ce thème. Je ne sais pas si déjà sur ce sujet, il y a des interrogations, puisque c'était, je crois, l'interrogation principale. Est-ce que ce décret va sortir? La réponse est oui. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas comment vous faites habituellement. Est-ce que je déroule Alors, est-ce que je pense que ça serait bien que tu déroules et après, les personnes qui vont lever la main prendront la parole. Je leur donnerai la parole au fur et à mesure. Alors, je vais dérouler en tout cas les questions que vous m'avez posées et puis répondre à certaines interrogations qui nous sont parvenues aux deux ministères et en particulier, certains se sont interrogés donc sur la mise en œuvre de la réforme. Dans la mise en œuvre de la réforme, c'est bien début de l'année prochaine, hein, donc la rentrée qui arrive.
La question qui était posée a été le moment où on imagine faire passer les EDN aux étudiants. Et donc, depuis le départ, hein, il était clair que ces EDN devaient être passés avant cette 6e année. Ceci étant, on a été particulièrement sensible aux argumentations et il nous est apparu pas très logique. Alors, on a fait, ils sont là, hein, donc je leur dis devant eux, hein, on a fait des échanges entre les doyens, les étudiants, enfin. Et il est clair qu'on était de toute façon nous-mêmes assez gênés de faire passer les EDN à la rentrée, enfin, dès le mois de septembre, dès début septembre. Ce que nous disions aux étudiants, c'est que passer tout un été à réviser, ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais à l'inverse, on comprenait bien, et c'était aussi l'objet de la réforme, que cette 6e année devait aussi permettre aux étudiants d'avoir une année un peu professionnalisante, et donc il ne fallait pas qu'elle soit complètement raccourcie par cette EDN. Et donc finalement, cette EDN aura lieu avant le 1er novembre. Voilà. Mais il n'aura pas lieu en septembre. Et donc, très clairement, ça sera entre le 15 octobre et le 1er novembre. De toute façon, hormis la question très pédagogique et concernant les risques psychosociaux dont je viens de parler, les EDN seront organisés par le CNG, qui est, pendant le mois d'octobre, extrêmement pris aussi, enfin pendant le mois de septembre, extrêmement pris aussi. Donc, ça, finalement, on est arrivé à cette conclusion, et donc dans le texte de l'arrêté, il sera précisé que cet examen se déroulera avant le 1er novembre. Donc ça, c'était le premier point. Je crois avoir compris qu'il y avait une interrogation sur le côté classant ou pas classant des échos. Donc ça, c'est le texte. Est-ce qu'on peut poser une question sur ce calendrier, s'il vous plaît? Ah oui, moi, je suis à disposition, je l'ai dit. Merci, madame. Je suis Isabelle Durieux, responsable pédagogique second cycle et référent R2C de la faculté de Lyon-Est auprès du doyen Gilles Rode. Merci tout d'abord d'être présente. Merci aussi d'avoir été interpellée par la question de ce calendrier des EDN qui nous préoccupait tous. Et d'en voir envisager son décalage modeste. Alors, pourquoi sommes-nous malgré tout toujours relativement très inquiets de ce calendrier, même si le report de quelques semaines a été décidé? Parce que on est forcé de constater que les collèges n'ont pas réduit d'autant qu'on l'espérait la quantité de connaissances à acquérir, en tout cas pas du tiers qui aurait été légitime, que les ressources documentaires pour les étudiants sont déjà bien avancées, mais ne sont pas toutes disponibles, et que même nous expriment une certaine inquiétude, et que donc l'apprentissage de ces connaissances va se faire sur 2 années, non pas 3. Et avec une inquiétude qui est pour nous, outre la pression importante sur les étudiants, ce que nous ne souhaitons pas, ni les uns ni les autres, un risque important de bachotage qui nous fait craindre qu'ils désinvestissent très fortement les stages hospitaliers de FASM 1 et 2, qui sont pourtant extrêmement formateurs pour eux à ce jour. Et une autre crainte est qu'il y ait une quantité importante de redoublements provoqués par les étudiants pour se préparer dans de meilleures conditions à cette EDN. Donc avec des promotions ensuite qui risqueraient d'être notablement perturbées dans leurs équilibres. Globalement, c'est une inquiétude, et on constate que le 3e cycle a plutôt tendance à se rallonger et le 2e cycle plutôt tendance à se raccourcir. C'est une préoccupation pour nous tous. Voilà. Alors, merci Madame Durieux. Donc, on a bien entendu hein, vos préoccupations. Alors bon, déjà, peut-être
je ne vais pas être d'un optimisme débordant, mais j'ai en tout cas toute confiance dans les collèges et dans chacune des UFR pour justement faire en sorte qu'on diminue, comme prévu, la quantité de connaissances exigibles au bout de ces 2 ans. Ça a été un travail que j'ai suivi quand j'étais de l'autre côté pour avoir participé à ces moments de groupe de travail où on cherchait justement quelles connaissances A et B, etc. Donc, je mesure parfaitement et nous mesurons vraiment parfaitement la quantité de travail que ça a demandé. Et encore une fois, je vais arrêter de dire merci parce que ça fait un peu, au bout d'un moment, ça va faire démagogique et je ne le suis pas. Donc, ça a été une somme de travail pour arriver justement à ce que ces connaissances soient revues et revues à la baisse. Donc, je comprends l'inquiétude, mais en même temps, on ne peut que faire confiance à ceux qui ont travaillé pour que ça diminue. Et enfin, je dirais que le coup près, j'ai envie de dire, du conseil scientifique, en qui on a là encore toute confiance, va faire en sorte que les questions qui seront posées seront effectivement des questions qui relèvent strictement du corpus de connaissances que vous avez là-dessus. Je vous le renvoie, hein, ce corpus, il vous appartient. Hein. Donc, que ce corpus de connaissances, enfin, les questions et je crois qu'il faut rassurer les étudiants sur le sujet, vraiment, que les EDN ne porteront que sur le corpus de connaissances qui aura été élagué, entre guillemets, en fonction de ce que vous avez décidé de ce qu'il doit être. Donc, je comprends l'interrogation que vous avez. Et d'ailleurs, très honnêtement, enfin, les étudiants le savent, donc je leur dis, j'ai eu les mêmes interrogations. Sinon que, bon, encore une fois, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse arriver à ce que ce corpus de connaissances soit à la hauteur de ce que vous souhaitiez qu'il soit. Et ça me permet de dire d'ailleurs que on a vu à quel point il était important d'avoir une commission de suivi qui permettait pour la R1C, on s'est dit qu'il fallait une commission de suivi par université pour que la R1C puisse être encore améliorée, etc., et qu'il y ait un suivi pédagogique, et à quel point aussi au niveau national, il était important d'avoir un interlocuteur unique finalement pour suivre la réforme. On est quand même aussi en réflexion pour qu'il puisse y avoir la même chose pour la mise en place de la R2C l'année prochaine, et que voilà, on puisse régulièrement se mettre au point et être ensemble et s'accompagner, j'ai envie de dire, les uns les autres pour éviter ce que vous venez de dire. Ça serait effectivement un comble, alors que l'objectif de la réforme, c'est quand même de faire en sorte que les étudiants ne soient plus en train de bachoter tout le temps, qu'on arrive à l'inverse avec un bachotage. À côté de ça, on va se dire les choses, ils bachotteront quand même, et qu'à partir de l'instant où il y a un moment un examen qui restera un examen décisif dans une carrière, on aura vraisemblablement un phénomène de bachotage. Mais bon, on compte vraiment les uns sur les autres pour que… et les collèges ont commencé, enfin, pour avoir, mais là je laisserai peut-être parler plutôt Marc ou Nanou, les collèges ont quand même, pour part d'entre eux, déjà largement travaillé, malgré les circonstances, à diminuer et à adapter leurs connaissances. Je pense que voilà, on a encore 2 années. J'ai plus, si vous voulez, je suis plus confiante dans un programme et des connaissances à acquérir qui est en diminution, plutôt que si on devait se dire qu'on doit construire un programme avec des connaissances en plus. Donc là, il s'agit de revoir les connaissances et de les adapter à des situations qui sont plus des situations cliniques et de raisonnement. Voilà, donc je comprends vraiment votre préoccupation. Je sais que ça n'est que de quelques semaines, mais je pense que c'est important quand même qu'on puisse prendre ces quelques semaines, ça fait quand même 2 mois quasiment, donc ces quelques semaines de plus pour permettre aux étudiants en plus de prendre de vraies vacances avant de passer cet examen. Mais de toute façon, enfin, j'ai envie de dire que on se posera toujours ces questions-là et on compte les uns sur les autres pour que justement ce corpus soit respecté. Je peux laisser la parole à Marc. Là-dessus, on compte aussi beaucoup sur le conseil scientifique pour qu'à… Alors là, par contre, si on avait des questions aux EDN qui soient pas qui resteraient avec le même corpus de connaissances qu'avant, là, ça serait une grosse erreur. Mais je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. Marc ?
Oui, je voudrais répondre à cette interrogation qui évidemment a travaillé les collèges lorsqu'ils ont hiérarchisé leurs connaissances, mais aussi au conseil scientifique. Vous pourrez témoigner encore cette année de la manière dont travaille le conseil scientifique et la manière dont il choisit ses sujets. Je rappelle que les experts du conseil scientifique représentent la totalité des collèges, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, et que ce sont eux qui écrivent les questions que nous travaillons ensuite au sein du petit collectif des collèges. Et à ce titre-là, les étudiants déjà assez stratèges ont remarqué que depuis 3 ans, un bon tiers du programme n'était pas utilisé par le conseil scientifique pour pouvoir discriminer les étudiants et que ceci est donc un élément qui va dans le sens que nous allons poursuivre au conseil scientifique. Et il me semble que dans la proposition que font les collèges en posant sur la table leur référentiel, c'est toute l'offre locale des enseignants locaux de pouvoir orienter les étudiants vers ce qu'il est nécessaire de valider. Car je peux vous dire qu'aujourd'hui, en regardant les statistiques des ECN dont les résultats vont paraître incessamment, si ce n'est pas déjà fait, qu'il y a un certain nombre d'items qualifiés de rang A qui n'ont même pas atteint 30% d'efficacité et de performance chez les étudiants. Et donc, docimologiquement, ce ne sont pas des objectifs de rang A. Et que donc, globalement, le conseil scientifique se concentrera de façon majeure sur l'écriture des items de rang A, de façon à ce que nous ayons la grande majorité d'étudiants qui puissent passer la barre des 14. C'était 16 il y a 2 mois, je vous le rappelle, et que déjà 14 sur 20, emmener 80% d'une promotion à valider 80%, à valider les rangs A à 14 sur 20, va déjà être un travail en soi. Et que donc, la politique qui consistera à se concentrer sur des connaissances utiles à l'apprentissage au raisonnement clinique, qui reste comme le fondement de la réforme, est l'essentiel du travail qui devra être fait. Alors évidemment, on n'oublie pas les rangs B, puisqu'il y en aura environ 55% de questions de rang B, mais il n'empêche que le travail de centrer les items sur ce qui est utile, c'est réellement l'offre pédagogique des facultés. Alors, est-ce que, Christine, tu veux reprendre là le deuxième point, ou sauf si Bruno, c'est vraiment sur la date des EDN, parce que sinon, je ne voudrais pas monopoliser la Christine, parce que je sais qu'elle ne pourra pas rester jusqu'au bout. Donc, je souhaiterais qu'elle puisse vous donner déjà les points d'arbitrage essentiels et peut-être venir aux questions après. Bruno, si tu es d'accord. Christine, je te laisse la parole. Christine, on ne t'entend pas, tu n'as pas remis ton micro. Ah oui, mais voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que sur ces sujets-là, vous avez notre confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que sur justement le corpus de connaissances, sur le fait d'entraîner les étudiants au raisonnement, de faire en sorte qu'avec les examens facultaires, je rappelle quand même qu'à un moment, nous avions suggéré, comme vous le savez sans doute, hein, en fin d'année dernière, ça m'est d'ailleurs un peu reproché par les étudiants, j'avais demandé à ce qu'on s'arrête un peu pour demander à des inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur et une mission strictement sur la docimologie, parce que justement, ça me paraissait important qu'on puisse partir sur des bases qui soient saines et surtout partagées, et y compris partagées par des gens dont le métier n'était pas forcément d'être comme nous, hein, universitaires en milieu de santé, mais qui avaient l'habitude des évaluations, etc. Et donc, on avait à un moment proposé qu'il puisse y avoir une banque de questions pour qu'on puisse piocher dans cette banque de questions et entraîner les étudiants. Et le terme d'entraînement, d'ailleurs, j'aime pas trop le terme d'entraînement parce qu'il y a un côté un peu comportemental qui est un peu gênant. Mais enfin, en tout cas, faire en sorte qu'ils puissent apprendre en travaillant sur cette banque nationale dans laquelle on pourrait piocher. Ça n'a pas, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose qui avait retenu votre attention. Peut-être qu'un jour on y arrivera, j'en sais rien. Mais ce que je crois quand même, c'est que le rôle des examens facultaires, je ne parle pas des EDN là, je parle bien des examens facultaires, c'est bien de préparer nos étudiants et de faire en sorte que pas à pas ils apprennent, quoi. Je sais que vous le faites.
ça va donc être un peu différent cette année et ça sera un entraînement pour tout le monde. Voilà. Mais je crois vraiment, enfin, nous croyons, et encore une fois, y compris les inspecteurs généraux, on croit vraiment dans la capacité facultaire d'amener à la réussite des étudiants. Et les étudiants n'ont pas à découvrir finalement ce qui va se passer au mois d'octobre, fin octobre, dans 2 ans. Ils vont petit à petit apprendre avec vous et avec nous. Donc voilà, c'est dans cette démarche-là que l'on entend se placer. Et c'est bien ce qui nous a été largement recommandé par l'inspecteur, entre autres, l'inspecteur qui s'intéressait plus particulièrement à la docimologie. Le deuxième point concernant les examens, les écos classants, oui, classant, j'aime pas bien parler de classant, parce que, bon, on va dire qu'effectivement, est-ce que la note aux écos va compter dans la note définitive de l'étudiant? La réponse est clairement oui. De toute façon, c'est écrit tel que quasiment dans la loi OTSS. Et donc, dans la loi OTSS, il y a les compétences et le parcours. Ceci étant, ça signifie donc, et là encore, pour nous être rapprochés de l'inspection générale, là encore, ça va effectivement impliquer de notre part à tous, et là je me remets dedans parce que d'ici là, je pense que j'aurai rejoint ma fac et que je ferai passer les écos, donc j'ai aussi intérêt à ce que ça marche. Ça veut dire qu'on se place dans une optique où on va faire passer finalement un oral, c'est un peu ça, hein, comme on le fait dans les grandes écoles, hein, et dans lesquelles on ne se pose pas la question de savoir si oui ou non il y a une neutralité des examinateurs, et avec un classement qui fait qu'on est reçu ou pas quand on rentre dans une grande école. Là, les écos vont donc être, comme vous le savez déjà, j'imagine, mais en tout cas, le texte sera très précis sur le sujet et les précisions nous sont demandées par le Conseil d'État, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, ce sont les précisions qui nous sont demandées par le Conseil d'État parce que justement, il est important qu'il y ait une équité de traitement. Il y aura donc 10 stations par étudiant, donc en l'occurrence 2 fois 5 stations. Pourquoi 10 ? Parce qu'en dessous de 8, on a justement des biais d'études, enfin, et on risquerait d'avoir des biais de centre. Et donc, toutes les études qui portent sur ce sujet nous prouvent qu'il faut qu'on ait plus de 8 stations, donc on en aura 10, pour être sûr qu'on n'aura pas un effet centre. Le deuxième point que vous connaissez, c'est que comme ça se fera sous forme de 2 fois 5 stations, sur 5 stations, 3 d'entre elles bénéficieront de la présence d'un examinateur qui sera d'une autre UFR, ce qui veut dire que donc la majorité des 5 stations impliquera une observation par un examinateur qui vient d'ailleurs et que le président, on n'appellera peut-être pas président, le délégué du jury national ECOS dans chaque centre d'examen ne sera pas un universitaire de la faculté concernée, donc du centre d'examen concerné, mais viendra d'une autre faculté. Et que pour évaluer les étudiants dans ces stations, eh bien, il y aura donc des grilles qui seront standardisées, qui seront les mêmes pour tous, qui seront bien évidemment en fonction du type de domaine de compétences qui sera évalué. Et il n'y aura pas, je termine avec ça, il n'y aura pas de réunion de jury après pour voir quelle et quelle note on met, non. L'idée, c'est vraiment qu'on a finalement un lien direct entre les notes qui sont mises par les observateurs et le recueil de ces notes au niveau national. Donc voilà, donc ça, on l'a encore une fois soumis à la question avec les inspecteurs généraux qui, encore une fois, ont l'habitude des concours nationaux. Et donc l'idée est bien d'avoir des notes d'ECOS qui rentreront, et comme vous le savez, dans 30% de la note totale, qui rentreront donc dans le score, entre guillemets, la note de l'étudiant. Ce qui reste encore à évaluer, et là, la mission n'a pas complètement terminé, c'est de savoir si on pondère ces écos comme seront pondérés les EDN. Est-ce que les collèges vont finalement, est-ce qu'on va avoir une pondération des situations, des stations et des tâches à réaliser par l'étudiant comme
comme ça va l'être avec les connaissances de rang A ou B. Voilà, ça c'est la discussion qu'on peut encore avoir, qui ne sera vraisemblablement pas présente dans l'arrêté qui sera pris, mais ça reste une discussion, si j'ai bien compris, Nanou, qui est encore à votre main, et là encore, on prendra en compte évidemment ce qui sera proposé. Donc voilà où on en est au niveau des écos. Quant au parcours, je termine par le parcours. On a fini là quasiment cette grille, qui sera donc là encore une grille nationale, qui est le fruit d'échanges où parfois les étudiants ne sont pas d'accord avec les doyens, d'ailleurs pas d'accord avec nous non plus, hein, ça arrive, hein, mais c'est pas grave. À un moment, voilà, il y a des arbitrages qui sont faits, et donc le parcours, comme vous le savez, comptera pour 10% dans la totalité de la note. Donc voilà où on en est concernant les échos et le parcours. Donc je ne sais pas s'il y a sur ce sujet des questions. Je vois des mains qui se lèvent, mais Nanou, je te laisse animer nos échanges. Merci Christine. Alors Bruno Moulin avait levé la main. Oui, bon, merci de me donner la parole. Donc Bruno Moulin, je suis on se connaît. Vice-doyen. D'accord, je suis vice-doyen formation à Strasbourg, et donc je suis très content avec pas mal de mes collègues vice-doyens ou référents R2C qui sont également connectés et avec qui on échange depuis quelques temps, de pouvoir discuter avec vous. Donc, vous avez entendu Isabelle Durieux qui a porté nos interrogations sur la date de l'EDN. Et je voulais juste dire que c'est un point qu'on avait soulevé très rapidement, que le 15 septembre n'était pas tenable sur le plan organisationnel d'une part et pour les étudiants d'autre part. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que on ne parle pas à la place des étudiants, mais pour les étudiants, parce que chacun d'entre nous est au contact dans nos facs des élus étudiants ainsi que des étudiants qui viennent nous parler de la réforme. Donc, cette réforme suscite une très grosse inquiétude, en tout cas dans beaucoup de facs, dont les nôtres. Et je ne reviendrai pas sur la date de l'EDN parce que vous l'avez beaucoup commenté. Je voulais juste faire quand même une remarque, c'est qu'on parle de problème de professionnalisation, et dans cette réforme, on a quand même oublié que le troisième cycle était très long maintenant. Donc la professionnalisation, elle peut intervenir dans le troisième cycle. Ce que me disent les étudiants, c'est qu'ils ont peur, finalement, en supprimant cette année de, il ne faut pas dire de bachotage, parce qu'on agite ça comme un épouvantail, ils disent appropriation des connaissances. En la supprimant, finalement, ils vont avoir un temps très comprimé pour préparer l'EDN, qui va se percuter avec le passage des modules d'enseignement dans les facultés. Et donc, on est loin d'être convaincu que les étudiants ne vont pas être soumis à une pression moindre avec la réforme que ce qui existait auparavant. Et encore une fois, je ne suis pas un contestataire de la réforme. Je trouve qu'il y a d'excellentes choses dans la réforme. Le niveau exigible de connaissances dont a parlé Marc Braun est vraiment une bonne révolution, on va dire. Certains points de docimologie également. La réduction des connaissances également était attendue. Donc, il y a des choses très intéressantes. Mais il y a des choses qui nous interpellent. Et je pense qu'il faut être quand même très prudent sur le fait que les étudiants auront beaucoup moins à apprendre et seront moins soumis à ce bachotage qu'on nous met toujours en épouvantail. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est que le deuxième cycle, c'est là où on apprend le plus de choses en médecine. À la fin du deuxième cycle, c'est là où chacun d'entre nous tous qui sommes connectés, sauf les étudiants pour le moment, avons su le plus de choses en médecine. Donc, il faut quand même faire attention à ce que, quand on va le réduire à 18 mois, ça ne pose pas des problèmes quand même importants en termes d'acquisition des connaissances. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est le problème du parcours dont vous venez de parler, qui nous pose un petit problème d'équité, parce que y a des étudiants qui nous disent, moi, voilà, j'estime que je vais être un bon docteur sans pour autant un Master 1 ou un Master 2, voire une thèse pendant mes études de médecine. Et ça, bon, je sais qu'on va attendre la réponse du Conseil d'État sur tous ces éléments, mais autant je suis le premier à susciter l'appétence pour la recherche dans mon service,
Autant je considère qu'il y a des tas d'étudiants qui peuvent devenir des très bons médecins sans avoir eu à sacrifier du temps et parfois de l'argent qu'ils n'ont pas forcément dans des points pour le parcours. Et donc, je pense que là, on génère quelque chose d'inéquitable. Et enfin, dernier point que je renvoie en tant que vice-doyen, qui essaye de mettre très honnêtement la réforme en place dans ma fac, c'est que les écos, alors moi je vote pour les écos à fond, les écos facultaires, mais je dis oui tout de suite. Par contre, les écos nationaux, je pense que c'est quand même un grand bazar qui se profile en termes organisationnels. Et je terminerai en disant que la réforme n'a pas prévu du tout le renforcement des scolarités qui sont mais vraiment complètement à plat. Elles n'en peuvent plus avec la R1C, la R3C, maintenant la R2C, nos scoles, elles n'en peuvent plus. Voilà. Et donc, il n'y a pas de moyens supplémentaires. Et je suis inquiet sur le plan organisationnel pour les écos nationaux qui vont être très compliqués. Et personnellement, j'ai un peu de mal à croire qu'ils seront discriminants. Et donc, je pense que les étudiants vont blinder la préparation des EDN et que ça va être quand même quelque chose de compliqué pour eux. Voilà. Je peux me permettre de répondre. Donc, merci. D'abord, merci de cette franchise, mais ça ne m'étonne pas de vous, mais merci. Bon. Je voudrais revenir quand même sur certains points. Bon, déjà, quand je vous le fais vraiment, et puis je ne le ferai plus, mais j'ai quand même eu l'impression, quand je suis arrivée il y a maintenant 1 an et demi, que la réflexion autour de cette réforme était déjà bien engagée. Je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre de points qui étaient le résultat d'échanges qui existaient déjà entre les étudiants, les enseignants, les doyens, et que donc cette réforme n'était pas, pardonnez-moi, mais n'était pas une surprise. Elle n'était d'ailleurs tellement pas une surprise qu'on sait juste dans le cadre du rapport de la sénatrice La Provôté, elle nous a déjà fait remarquer qu'on l'avait reculé 2 fois. Donc, tout ça pour dire que le contenu même de cette réforme, j'imagine qu'avant même mon arrivée, vous aviez eu l'occasion de pouvoir échanger pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit la plus adaptée possible. Ça, c'était déjà le premier point que je voulais quand même souligner. Le deuxième point, c'est que le fait que les étudiants soient en 6e année en train de travailler sur autre chose ne signifie pas, en tout cas, si j'ai pu laisser paraître cette idée, pardonnez-moi, pour moi, ils continuent à s'approprier des connaissances et ils continuent à acquérir des compétences. Et que la vie de l'étudiant, en termes d'acquisition et d'appropriation, ne s'arrête pas au moment des EDN, mais qu'il continue, et j'espère encore longtemps, il continue à s'approprier justement un certain nombre de connaissances pour pouvoir acquérir des compétences qui d'ailleurs seront évaluées notamment grâce aux écos, ça c'est le premier point, mais le deuxième point leur permettra de savoir ce qu'ils ont envie de faire dans l'année qui suit, et en tout cas ce qu'ils vont faire de leur vie professionnelle. Donc, je voulais juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'idée que cette 6e année, ce n'est pas une année neutre, quoi. Cette 6e année, c'est une année où on va encore apprendre des choses et où on va justement affirmer, confirmer le choix qu'on a envie de, enfin, le choix de la vie professionnelle qu'on a envie de mener. Ce que j'allais dire aussi, c'est que, et en le disant, et je vais le dire, en le disant, vous allez peut-être me prendre mais ce n'est pas grave, je vais le dire. En fait, on n'a pas mené les réformes dans le bon sens. Parce que finalement, on a fait la R3C, on fait la R1C, puis là, on est en train de faire la R2C. Et ça, si c'était, voilà, ça s'est passé comme ça, on va dire. Mais finalement, il va falloir maintenant qu'on repense aussi à notre premier cycle. Parce que, et là, ça serait une erreur de ne pas le repenser à un moment. Parce que justement, cette acquisition de connaissances dont on parle, on rappelle quand même qu'en 2011 et en 2013, on parlait entre autres d'enseignement intégré qui permettait de faire en sorte qu'il y ait un lien très fort qui puisse se faire entre la clinique et les fondamentales, où d'ailleurs, là encore, il va vraisemblablement falloir repenser la façon d'entrer dans les études de médecine pour qu'on ait finalement un continuum
qui fasse que dès la deuxième année, on est déjà dans une acquisition de compétences parce qu'on est en train d'utiliser des connaissances pour résoudre des problèmes. Et que cette impression, que, encore une fois, je comprends parfaitement, hein, cette impression de finalement, on a 24 mois à la place de 36, enfin un peu moins, 24 mois à la place de 30, pour passer des EDN. Et puis de l'autre côté, on a maintenant une première année qui est une première année d'entrée dans les études de santé. On peut avoir l'impression qu'on rétrécit finalement le moment où les étudiants apprennent finalement un certain nombre de choses. Et je pense que, nous sommes en tout cas dans une dynamique dans cette réforme qui est une réforme de continuum et que, je suis désolée de le dire, mais je pense que vraiment, ça signifie qu'obligatoirement, on va repenser aussi notre premier cycle, on va repenser la deuxième et la troisième année pour qu'il y ait un continuum entre la deuxième, troisième année, quatrième, cinquième année et qu'on arrive à avoir des études de médecine où on a vraiment complètement changé de paradigme. Voilà ce que je voulais dire sur cette notion de continuum. Et puis, quant à allonger le troisième cycle, actuellement, pour travailler justement sur la R3C, il n'y aura pas d'allongement majeur de DES dans le troisième cycle dans les années qui viennent. En tout cas, probablement pas beaucoup d'allongement. En ce qui concerne le parcours, oui. Alors, oui, il faut qu'on soit attentif au fait qu'on ne privilégie pas dans ce parcours uniquement des profils et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait, vous parliez d'équité de traitement, je dirais oui, enfin en tout cas qu'on puisse mesurer un engagement comme on mesure un master et qu'on peut mesurer d'autres choses que le fait d'avoir effectivement un master ou autre, parce que ça serait problématique. Je crois quand même que là, compte tenu des grilles qui sont en train d'être mises en place, on va être dans quelque chose qui, d'après ce qui m'est remonté, a l'air d'être assez consensuel entre d'un côté les enseignants et de l'autre côté les étudiants. Voilà. Merci Christine. Je vais passer la parole à Antoine Labbé. Oui, merci beaucoup. Merci Madame Antoine Labbé. Moi, je suis référent pédagogique à l'UVSQ depuis maintenant, on va dire, plus de 7 ans. Et je voudrais revenir sur le premier point sur lequel vous avez dit qu'effectivement, nous avions été associés à cette réforme et que nous ne l'avions pas découvert. Et je tiens à vous dire que nous sommes ici un certain nombre à être aux réunions de la présentation de la réforme, alors qu'elle était déjà présentée par vos prédécesseurs, Madame Richard et Monsieur Ténière, où nous avions déjà à l'époque émis des réserves sur certains points et on nous expliquait déjà que tout était déjà fait. Et je peux vous dire que j'ai été moi-même à très nombreuses réunions expliquant à chaque fois que nous avions des interrogations au sujet de la durée, au sujet des écos, au sujet du parcours, où on nous a expliqué à nous tous que ces choses-là étaient déjà inscrites puisqu'elles avaient déjà été discutées, réfléchies avec les étudiants. Donc, quand vous nous dites qu'on a tous participé, je peux vous dire que les interrogations qu'on a aujourd'hui, et si on a autant d'envie de vous les remettre, c'est que ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on ne nous écoute pas du tout, en tout cas le petit groupe que nous formons avec un certain nombre de vice-doyens parisiens et aujourd'hui de province. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est concernant les écos et le fait qu'on va utiliser les écos pour classer nos étudiants. Alors, effectivement, je trouve que les écos, c'est un moyen docimologique très intéressant d'évaluer les compétences. Et lorsqu'on regarde à l'étranger, il est vrai que nos collègues américains, suisses utilisent les écos, mais non pas pour classer les étudiants, mais simplement pour évaluer des compétences. Et donc, moi, mon interrogation et l'angoisse de nos étudiants que je vous rapporte, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'alors qu'on n'a jamais utilisé cette modalité d'examen, on va donc être les premiers au monde à l'utiliser pour classer les étudiants, alors que ceux qui l'utilisent depuis maintenant un certain nombre d'années et qui maîtrisent cette technique, eux-mêmes ne l'utilisent pas pour classer les étudiants? Pourquoi? D'autant plus que quand on regarde les techniques d'écos, et puis moi j'ai fait comme on fait d'habitude, une petite bibliographie évidemment, un article très intéressant fait par nos collègues français de Paris 6 d'ailleurs, qui montre que clairement, pour que l'écos soit intéressant, il faut qu'il soit fait dans des conditions qui permettent de le faire. Ces conditions, la première, c'est que le sujet qui va être le sujet de l'examen ne peut pas être un médecin, parce que si l'étudiant se retrouve face à un médecin qui va évaluer
ou présenter le cas, c'est déjà un défaut d'analyse et ça peut le mettre dans une situation compliquée pour lui s'il se retrouve face à un enseignant qu'il a déjà vu. Et puis un médecin, un patient, entre guillemets, expert qui est le médecin, ne présente pas les éléments comme il faut. Ça, c'est le premier point qui va être très compliqué à mettre en place dans nos facultés. Ça a été dit par Bruno Moulin, il a dit que nos scolarités sont exsangues. Moi, la scolarité, c'est le drame et c'est vrai dans beaucoup de facultés. Vous imaginez 10 stations avec tous ces étudiants dans des conditions de nos facs. Je pense que certaines facs n'ont même pas les salles pour réaliser ces 10 stations nécessaires. Donc, vous voyez mon inquiétude. Dernier point, les Américains ou les Suisses dépensent des sommes astronomiques. Et je ne veux pas être celui qui dit toujours c'est une question de moyens. Non, ce n'est pas une question de moyens. Néanmoins, pour organiser cet examen on va dire avec une certaine équité vis-à-vis de l'ensemble, il va falloir faire des choses dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Dernier point, l'équité, ce n'est pas simplement la réalisation de l'examen, c'est aussi la préparation de l'examen. Et je pense qu'il va y avoir là aussi une inéquité dans la préparation aux ECOS dans nos facultés, parce qu'on ne sera pas tous capables, dans nos facultés, de mettre en place ces ECOS facultaires dans des conditions identiques à celles qui seront celles des autres facultés. Voilà un peu les interrogations qu'on avait, mais je vous promets, on n'a pas été associés. Alors écoutez, en tout cas, en ce qui, je continue, en ce qui concerne mon propos et l'association, je crois que je n'ai jamais fait autant de réunions avec la mission et ceux qui vous représentent. Enfin, à un moment, vous imaginez aussi que nous, on prend l'avis de la conférence des doyens, on prend l'avis des étudiants et on arbitre aussi à un moment en fonction de ce que l'on pense profondément et en s'appuyant, comme je vous le disais, sur ceux qui ne font pas forcément partie de nos métiers. Je voudrais revenir sur sur 2 points. Le premier, c'est que aujourd'hui, pour rentrer dans les études de santé, on a mis des oraux. Voilà. Et que donc, dans toutes les universités de France, il y a des oraux qui, alors qu'avant, on classait avec la PACES, aujourd'hui, on a une partie de nos étudiants qui passent des oraux. Et que c'est toujours le problème de cette équité dont vous parlez, c'est toujours le moment où on va passer à l'oral et où on se pose à chaque fois ce problème d'équité de traitement. Voilà. Et que, alors on peut se dire que les échos, ce n'est pas complètement les oraux, ce n'est pas complètement pareil, mais quand même, c'est quand même le moment où on est en train d'évaluer quelqu'un qui est en train de faire quelque chose devant soi. Et donc, on a ce doute en tant qu'examinateur de la neutralité de notre examen, en tant qu'examinateur. Et je vous rejoins aussi sur le fait que la littérature montre que les Suisses ne classent pas. Le sujet là n'est pas tant de classer que de confirmer un savoir-être, faire, et voilà. Voilà, et quand encore une fois, les inspecteurs généraux ont comparé ça à des oraux, et avec ces mêmes difficultés dont vous parlez, alors on peut aussi se dire qu'il existe, et c'est dramatique, mais c'est comme ça, qu'il existe des boîtes privées qui préparent aux oraux, et que dans certains endroits, ce n'est pas complètement fait de la même façon. Là, très honnêtement, on va faire en sorte que, en tout cas, le problème des scolarités dont vous parlez, c'est ça que j'allais dire, soit sinon résolu, en tout cas, que vous ayez les moyens de confirmer la place de vos scolarités. Vous le savez, j'imagine, vous savez déjà que, en ce qui concerne la scolarité de la R1C, de l'entrée dans les études de santé, la directrice générale a écrit à tous les présidents d'université pour expliquer que toutes les places supplémentaires en MMOP seraient financées à hauteur de 3 200 € de façon pérenne. Et ce n'était pas complètement pour rien. C'était justement parce qu'on avait bien entendu que malgré les budgets alloués l'année dernière pour cette réforme, certains budgets n'étaient pas forcément arrivés jusqu'aux UFR Santé et n'avaient pas forcément renforcé les scolarités, sachant que sur cette réforme, il s'agit d'une réforme de l'ensemble de l'université, pas que des UFR Santé. Mais cette fois-ci, sur les places supplémentaires en MMOP, c'est clairement vers les UFR Santé que ces finances iront. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point concernant les ECOS,
il va y avoir un financement ECOS. Voilà. Et un financement ECOS qui, nous sommes actuellement en pleine loi budgétaire, ce financement qui est coporté, je veux dire que cette réforme du second cycle, coportée par le ministère des Solidarités et de la Santé, est une réforme qui est portée à hauteur de 60 millions d'euros, de plus de 60 millions d'euros sur les 4 ans qui viennent. Donc, c'est une réforme qui ne va pas se faire sans qu'il y ait un accompagnement financier pour permettre que ça se fasse. On a déjà commencé de façon très concrète avec les 3 millions qu'a donné le MESRI pour la simulation et les 3 millions qui vont arriver par le ministère des Solidarités et de la Santé, justement pour accompagner et ne pas se dire que cette réforme, qui est un vrai changement de paradigme, qui oblige les universités et les UFR à faire des efforts et à avoir le matériel qui va bien, et y compris d'ailleurs, vous avez raison de souligner que ça ne peut pas être un médecin, ça veut dire qu'à un moment, il faut éventuellement payer les acteurs volontaires, etc. Et ces ressources humaines font partie du budget que nous souhaitons voir alloué aux UFR. Donc très clairement, et je voudrais vous le dire, on n'a pas imaginé un quart de millième de seconde que cette réforme allait se faire sans qu'il y ait derrière un accompagnement. Je l'avais d'ailleurs, et je n'oublie pas ma vie d'avant, je crois l'avoir dit alors que je n'étais pas à cette place-là, et je l'avais dit, on le fait. Et donc, il n'est pas question que cette réforme se fasse sans l'accompagnement qui va bien. Voilà, c'était ce que je voulais dire aussi pour rassurer, même si je comprends aussi que ce soit, et nous le comprenons, enfin, encore une fois, moi après, je serai avec vous en train de la mettre en place. On voit bien que ce n'est pas si simple, mais ce qui est quand même assez rassurant, je voudrais finir par ça, c'est qu'actuellement, il y a quand même un certain nombre d'UFR, y compris des petites UFR, qui ont déjà mis en place des ECOS et qui sont en mesure de préparer petit à petit les étudiants à ce mode docimologique. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais peut-être pour rassurer aussi nos collègues, la dernière réunion que nous avons faite portait sur l'évolution des modalités de contrôle par rapport à la LCA. Est-ce que tu pourrais nous donner l'arbitrage sur la LCA? Oui, on ne change rien. L'arbitrage est posé, c'est-à-dire que, enfin bon, on a eu les conversations qui allaient bien sur ce sujet. On a entendu que c'était compliqué et que c'était, je vais vous le faire, une couche de plus et que c'était difficile à mettre en place. Donc, dès l'instant où c'est difficile à mettre en place, ce qu'on propose, c'est qu'on recule la mesure concernant la LCA qui viendra après. Donc, on s'en est expliqué, on a pris contact avec Marc sur ce sujet et on comprend qu'en termes de mise en place, ça vous paraissait difficile. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté et donc on est prêt à modifier l'arrêté transitoire pour que la LCA ne soit revue que plus tard. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que Antoine Labbé redemandant la parole, je ne voudrais pas… Ah, alors, Antoine, je vais demander à Vincent Audard de poser sa question. En fait, bonjour madame, merci beaucoup pour votre présence et puis le temps accordé pour répondre à nos questions. Vincent Audard, moi je suis référent R2C à l'université Paris-Est-Créteil. C'est un point que vous n'avez pas abordé, mais je crois que ça faisait partie de la liste des interrogations qu'on se posait. Et je pense que ce n'est pas encore dans le décret et c'est peut-être l'occasion d'en discuter. Je voulais voir un petit peu, vous n'étiez peut-être pas connecté au départ quand Marc Braun a parlé des nouvelles modalités de l'ECN, nouvelles formules et notamment de la question des TCS. Je vais me faire un petit peu le porte-parole de la majorité silencieuse concernant effectivement cette nouvelle modalité docimologique. En rebond, ce que disait Antoine Labbé et puis Bruno Moulin, encore une fois, je pense que les enseignants qui sont réunis ici et qu'on fait remonter ces différentes questions dont je fais partie, on ne se considère pas du tout comme des dissidents et des anti-réformes, au contraire. Et encore une fois, je pense que dans cette réforme, il y a des choses nécessaires. Mais nous, notre rôle aussi, au plus proche des étudiants, c'est de pouvoir faire remonter les différents problèmes qui ont pu être soulevés ces dernières semaines. Je tenais aussi à souligner
que la première réunion R2C, elle date des référents étudiants et enseignants, elle date du mois de février, et une réunion que j'ai moi-même essayé de provoquer parce qu'à l'image un petit peu du déploiement de CIDES il y a quelques années, je pensais que c'était très, très important, effectivement, qu'il puisse y avoir des réunions pour qu'il y ait une adhésion globale. Pour qu'une réforme elle fonctionne, il faut comment ça fonctionne, une réforme? Il faut l'adhésion de la base, que ce soit les étudiants et que ce soit les enseignants. Et je pense qu'effectivement, dans la façon de faire, c'est une façon, c'est un petit peu typique ce qui est en train de se passer. Et ça nous amène aussi à réfléchir pour les prochaines réformes. Je pense qu'il faut vraiment solliciter les référents pédagogiques, les référents des étudiants pour effectivement développer une réforme. Donc, juste à propos de la nouvelle modalité docimologique, il y a des très bonnes choses. Marc Braun en a parlé. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est ces fameux TCS. Les TCS, on en parle depuis 2013, tests de concordance de script, qui sont une grande source d'inquiétude à la fois pour les étudiants et à la fois pour les enseignants. Le but d'un TCS, c'est conçu normalement pour gérer l'incertitude. Alors, on nous cite souvent en exemple des facultés de médecine nord-américaines qu'on a nous-mêmes questionné justement sur la pertinence des TCS. Elles s'accordent toutes à dire que effectivement les TCS c'est une bonne chose, mais plutôt pour nos étudiants en troisième cycle. La gestion de l'incertitude, ça fait forcément peur pour l'étudiant de devoir essayer de répondre à une question la plus proche que l'expert aurait souhaité, où lui-même, il n'a pas forcément la réponse à 100%. Je pense que vraiment dans le cadre des études du deuxième cycle, nos étudiants ont besoin d'être assez basiques, d'avoir oui ou non. C'est déjà effectivement la nouvelle docimologie est assez riche. Et donc, c'est aussi tout peut-être pas un bazar, mais c'est aussi, il y a pas mal de grosses difficultés pour mettre en place ces TCS. Je vous rappelle, là aussi, Marc Braun connaît très, très bien le sujet, je pense qu'il pourra rebondir. J'ai fait comme Antoine Labbé, lui sur les échos et moi sur les TCS, un peu une bibliographie. Et il y a aussi des données très, très discordantes. J'ai lu des mémoires de DU publiées qui sont en ligne par nos collègues universitaires à propos des TCS qui avaient déjà été mis en place au niveau du deuxième et troisième cycle, le nombre d'experts, les questions, etc. Donc moi j'aimerais vraiment, et ça, je l'appelle de mes voeux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est vraiment, je ne dis pas que j'ai raison, encore une fois. Peut-être les TCS, on peut me démontrer par A plus B que c'est une très bonne méthode d'évaluation dans le cadre du deuxième cycle, mais j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir une discussion collective à ce sujet. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et encore merci d'avoir passé du temps pour répondre à nos questions. Non, mais je vous en prie d'abord, ça c'est normal. Donc les TCS, oui, alors j'avoue que les TCS, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Charlin au moment où il faisait sa thèse sur ce sujet, donc c'est un sujet que je connais un peu. Sur ce sujet, alors là j'ai vraiment le trou, je vous le fais en direct, le trou là. On a dans l'arrêté transitoire, je ne me souviens pas qu'ils y soient, je suis même certaine du contraire. Je me retourne vers la mission R2C là. Ils ne sont pas à l'ETCS, dans l'arrêté transitoire. Je parle de l'arrêté transitoire, donc des EC, on est d'accord. Et là, dans le décret de mémoire, on n'a pas été jusque-là. C'est pour ça que je me permettais d'intervenir, parce que j'avais cru comprendre que ce n'était pas encore dans le décret. Comme tous les autres points, ils sont déjà dans le décret et qu'il est un petit peu tard. Donc, je me dis s'il y a peut-être un levier sur lequel on peut jouer. Mais encore une fois, je ne pense pas que j'ai forcément raison, mais c'est important qu'on puisse vraiment discuter du bien fondé et de la pertinence d'une telle méthode d'évaluation docimologique pour des étudiants de deuxième cycle. Marc, sur ce sujet? Oui, alors je voudrais répondre. Je vais faire un début de réponse, mais je vous invite à la réunion de la commission pédagogique de la semaine prochaine qui va aborder le point que développera Jean-Paul Fournier sur les TCS que nous avons fait passer à des étudiants de troisième année au cours du printemps sur 1800 étudiants. Il vous donnera des chiffres qui sont sans aucune ambiguïté sur l'intérêt et la performance avec des index de discrimination et des taux de réussite qui est, à mon avis, valide très largement l'outil. Je voudrais juste souligner que l'ETS est une méthode parmi d'autres. J'ai eu l'occasion d'expliquer la richesse des outils docimologiques que nous mettons en place dans le cadre de la réforme, que l'apprentissage au raisonnement clinique comporte une compétence qui est celle de la gestion de l'incertitude et de la controverse, et ceci me paraît utile, et que on voit combien
le manichéisme de certains étudiants, et on le voit nous dans les questions qu'on fait passer aujourd'hui aux ECN, est assez malvenu, et que le TCS est le seul format dosymologique à pouvoir mesurer cette incertitude. Le vrai enjeu, et je le partage avec Vincent, on en a déjà discuté plein de fois, le vrai enjeu est de construire des vignettes et des questions qui soient du niveau deuxième cycle. Et ça, c'est effectivement un entraînement un petit peu particulier, mais dans un certain nombre de facs, dont à l'Université de Paris, il y a des groupes qui travaillent sur les TCS et de façon remarquable et qui publient, et ça a été encore tout à fait récemment, la pertinence d'utiliser ce format. Alors, on peut aussi utiliser les TCS sur des points qui sont non évalués ou évaluables par les autres formats, par exemple des bénéfices, des rapports bénéfices-risques, bénéfices-coûts ou éthiques, qui sont clairement dans ce que l'on souhaite évaluer auprès d'étudiants, et que le TCS est la seule modalité à le faire. Alors, je ne dis pas qu'il y aura des TCS à l'ensemble des spécialités sur notre tableur d'examen, très loin de là. Et d'ailleurs, les premières années, je pense qu'on en fera de manière très modeste. Mais je vous invite à ce qu'on en rediscute techniquement à la réunion de mardi prochain, parce que les éléments concrets qui permettent finalement de démontrer à tous que le TCS fait partie d'un outil valide comme un autre, finalement, alors sa modalité est un peu particulière, mais ça fait aussi partie de la compétence que nous cherchons à mettre en œuvre, en tout cas à valider chez les étudiants, et c'est une manière de tester leur formation de deuxième cycle. Donc, voilà, donc je pense qu'il ne faut pas en faire une histoire particulière. Le TCS fait l'objet, comme n'importe quel élément dosymologique, d'une controverse dans la science. Hein. Ça fait partie de la vie normale des sciences de l'éducation et de la dosymologie. Maintenant, c'est un outil qui a maintenant un certain nombre d'années, qui est très robuste, et pour lequel Jean-Paul vous montrera la semaine prochaine qu'on arrive à des taux de discrimination vraiment très, très intéressants. Juste une petite question. Vous aviez combien d'experts pour corriger les TCS? Parce 45. que aussi, encore une fois, 45. 45 et la recrutement des TCS, des panélistes est extrêmement simple sur les plateformes, puisque on peut recruter en ligne tous les panélistes possibles. On en a eu largement. On peut même faire maintenant des sous-groupes entre les panélistes généralistes et les panélistes spécialistes. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de dépioter la totalité des résultats, mais je pense qu'ils sont très encourageants. Et c'est très facile d'obtenir des panélistes en ligne. Donc, l'idée n'est pas de faire un épouvantail, l'idée n'est pas de faire 50%. D'ailleurs, on ne donnera jamais un pourcentage de TCS, mais il faut être conscient que dans le déroulé, dans ce que l'on créera au conseil scientifique, il s'avère qu'à un moment donné, dans un mini-DP par exemple, ou sur une question particulière, le TCS est la bonne manière d'évaluer l'étudiant. Eh bien, ce serait dommage de s'en priver. Et pour répondre à Antoine Labbé sur la discrimination des Écosses, globalement, toutes les expériences sur les notes les performances d'étudiants aboutissent à une gaussienne comme n'importe quel dossier d'EDN ou d'ECN d'aujourd'hui, et que la performance des étudiants, pour ceux qui ont l'habitude de la voir, on voit bien qu'elle est complètement mesurable. Les métriques qui caractérisent à la fois la fidélité, la checklist, la note globale sont maintenant des métriques qui sont maîtrisées dans la littérature et sur lesquelles le conseil scientifique et son groupe ECOS seront particulièrement à cheval, de façon à ce que les ECOS et leurs scénarios aient été parfaitement calibrés à l'avance, vérifiant la reproductibilité, vérifiant la cotation inter-évaluateur, qui est un élément absolument majeur de la reproductibilité, de la fidélité de l'évaluation lors des passages de nombreux étudiants auparavant. Donc, globalement, on va se donner les moyens en lien avec la littérature et les expériences qu'ont un certain nombre d'équipes françaises, mais suisses et canadiennes également. Et nous avons beaucoup de conseils que nous donnent les collègues qui sont en charge de ces examens, que ce soit en Suisse ou au Canada. Et à aucun moment, les Canadiens ne nous ont découragés
d'utiliser les écosses comme un élément de passage à hauteur de 30%. Et vous le voyez bien en faisant passer vos étudiants. Vous avez des étudiants qui performent de manière remarquable et qui vont avoir de très bonnes notes sur certaines stations, un peu moins sur les autres stations, et que ceci décrit, in fine, une population d'étudiants que l'on peut parfaitement répartir sur une gaussienne. Et à partir de ce moment-là, extraire les notes de ces étudiants-là et les faire peser à 30% dans l'élément de passage dans le troisième cycle paraît logique et conforme à la loi. Je repasse la parole à Bruno Moulin. On ne vous entend pas, Bruno. On ne vous entend. Le micro. Oui, donc merci Marc pour ces informations. Bon, d'abord, les TCS, moi j'en entends parler depuis le début des années 2000, depuis qu'un de mes collègues est allé faire un tour à Sherbrooke et qu'il est revenu complètement fondu de cette méthode d'évaluation. D'ailleurs, Sherbrooke a abandonné les TCS. D'ailleurs, entre-temps, je me suis renseigné auprès de Marie-Ève Gagné, qui est la vice-doyenne de formation. Mais ils ont d'autres moyens également très avancés, pédagogiques. Je voudrais juste souligner un point, c'est que les Canadiens, enfin en tout cas à Sherbrooke par exemple, ils n'ont pas exactement le même ratio enseignants-étudiants que nous avons en France. Ça, c'est un point à mettre quand même en exergue. Et le deuxième élément que je voudrais souligner pour la docimologie, si encore une fois, moi je trouve qu'il y a des bonnes choses dans ce qui est proposé, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop charger la barque trop brutalement, quoi. À la fois pour les étudiants et les enseignants. Si on a équipe futur problème, les TCS, les écos, etc., tout ça dans 2-3 ans, à mon avis, ça va être compliqué pour beaucoup de facs, beaucoup d'enseignants, et ça va générer quand même des frustrations et peut-être de l'inéquité au moment du dernier point sur lequel je voulais terminer, c'est celui du matching. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas parlé du matching. Moi, demain, je parle devant les 300 étudiants de Strasbourg de troisième année et ils vont me poser la question comment fonctionne le matching. Et pour le moment, j'ai rencontré personne qui pouvait m'expliquer comment marchait le matching, et s'il y avait eu des simulations, etc. Et tout. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire merci. Alors, sur le matching, c'est le point où nous sommes particulièrement attentifs, puisque l'appariement, et pour ne rien vous cacher, c'est le point sur lequel le rapporteur du décret est particulièrement attentif. Donc, nous avons répondu aux questions du rapporteur en fonction de ce qui est prévu pour ce matching, et ça va me permettre de dire donc tout à fait publiquement, notre chère mission R2C, ce qui est gravé maintenant après les échanges que nous avons eus sur ce sujet spécifique. Le matching, alors Marc, tu m'arrêtes, mais je vais vous dire, Bruno, et je le dis à tous, hein, ce que j'ai vraiment compris de ce qu'était le matching, et j'espère que c'est vrai, parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. Hein. Donc, le matching, ça signifie que l'étudiant, à l'issue de ses EDN, ses écos, et le fait qu'il ait rentré le parcours sur la plateforme dédiée et validé évidemment par l'UFR pour qu'il ne rentre pas n'importe quoi concernant son parcours, on imagine bien, l'étudiant va faire des choix. Et donc, les choix de l'étudiant, c'est deux choses. Premièrement, la discipline parmi les 44 DES dans laquelle il souhaite poursuivre sa vie professionnelle. Et deuxièmement, la subdivision dans laquelle il souhaite suivre cette vie professionnelle. Et donc, ça fait 44 choix possibles pour l'étudiant, multipliés par 28 subdivisions, si je me souviens bien du chiffre. Et donc, l'étudiant va choisir en fonction de ce qu'il a envie de faire et où il a envie de le faire. Le score de l'étudiant, EDN, plus ou moins ECOS, c'est ça qu'on doit déterminer dans les jours qui viennent, et encore une fois en échangeant avec tout le monde. Le score de l'étudiant va donc être variable en fonction du choix de sa spécialité, puisque
les EDN, plus ou moins les ECOS, seront pondérés en fonction du DES concerné et des réponses qui sont données. Est-ce que je suis toujours clair? Marc, je ne dis pas, j'ai bien tout compris. Et donc, une fois que les étudiants ont classé finalement ce fameux poste, choix et subdivision, eh bien, ça rentre dans l'appariement qui ressemble finalement à ce qui a été fait pour le docteur junior, sinon que de l'autre côté, il n'y a pas le cœur des maîtres de stage, puisque là, de l'autre côté, c'est la machine, et que, évidemment, il ne va pas y avoir le PUPH coordonnateur du DES local qui va décider. C'est bien la machine qui décidera. Et donc, finalement, cet étudiant, il va être, entre guillemets, classé en fonction du score qu'il a et de la subdivision dans laquelle il veut aller, avec la certitude que ses choix seront respectés compte tenu de ce score. Et donc là, si j'ai décidé de faire néphrologie à Strasbourg, d'abord, imaginez bien, bah oui, c'est un beau métier, néphro à Strasbourg, et que je veux à tout prix faire néphro, quoi qu'il en coûte, je vais faire néphro avec mes 28 subdivisions. Si mon deuxième choix, c'est de faire cardiologie, eh bien, je vais continuer avec cardiologie. Et puis, à la fin, si je veux faire urgentiste, je choisirai urgentiste en dernier. Et finalement, quand la machine part, eh bien, ça sera néphro à Strasbourg si ma note me le permet et mon classement le permet. Et puis, si je n'ai pas néphro à Strasbourg, eh bien, et si j'ai choisi néphro à Nancy en 5e position, eh bien, c'est néphro à Nancy qui sortira si d'autres que moi ont choisi Strasbourg d'abord et puis les Paris après, etc. Donc, voilà comment le fameux appariement va se faire. Je vais vous livrer nos réflexions. Et je les livre devant les étudiants pour que ce soit clair pour tout le monde. La réflexion que nous avons eue, c'est de dire, alors on est bien au clair, les choix des étudiants, ils sont faits, et quand c'est parti, l'étudiant ne sera pas surpris de voir arriver néphro à Nancy plutôt que néphro à Strasbourg. Et les étudiants nous ont expliqué que c'était, nous a même dit que c'était d'ailleurs écrit depuis 2020, que oui, c'était bien ça qu'ils souhaitaient et que c'était bien comme ça que les choses devaient être faites. Donc voilà, concernant l'appariement, avec le travail qui doit continuer avec Nanou et les DES et les collèges qui travaillent actuellement sur la pondération de ces questions en fonction des DES amis, etc., qui est en cours. Mais de l'appariement, voilà ce que j'en ai et ce que nous en avons, non seulement parce que j'en ai retenu, ce que nous avons tous retenu et écrit noir sur blanc sur les questions du rapporteur. Excusez-moi, j'ai juste une petite question pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit que vous n'étiez pas encore certaine que les ECOS interviendraient dans le matching. J'ai bien compris? Non, je n'ai pas dit ça. Ils interviennent dans le score. Ce qui doit être déterminé, c'est si un ECOS correspondant à tel type de compétences est pondéré par rapport au DES concerné. Si je veux faire un DES de psychiatrie et que j'ai des ECOS qui concernent essentiellement facteurs humains et comportemental et relationnel, on peut imaginer qu'en psychiatrie, on veuille pondérer cet ECOS de telle sorte qu'il compte plus que l'ECOS suture. Je vous dis n'importe quoi, mais enfin bon. Et c'est là où la décision, l'arbitrage n'a pas eu lieu parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu la discussion sur ce sujet. Ça n'est pas est-ce que l'ECOS rentre dans le matching? Il rentre dans le matching. Par contre, est-ce qu'il est pondéré? Ça, pour l'instant, ça n'est pas décidé. Il y a Isabelle Durieux qui voulait intervenir. Isabelle? Oui, je rétablis mon micro et ma visio, c'est plus agréable qu'on voit. Merci, effectivement, c'était une question importante. Je vois qu'on est finalement dans la démarche que font nos étudiants actuellement après le
le passage de l'ECN, un choix hiérarchisé qui tient compte uniquement de leur classement, sans prendre en compte les notes qu'ils ont pu avoir à tel ou tel dossier. Alors, mon inquiétude est que déjà, c'est un choix très précoce, juste après l'ECN. Non. Le choix, ça sera à la fin de l'année, ça sera en juin. Hein. Le choix, il sera après l'année. Oui, mais pour que les étudiants… Et après les écos. C'est ça, mais enfin, les étudiants, s'ils veulent se préparer à un matching, il faut qu'ils aient une idée préconçue, puisqu'on va prendre en compte leurs compétences de niveau… Les rangs B interviendront, les réponses au rang B interviendront, donc leur résultat à l'EDN interviendra de fait. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une idée préconçue de ce sur quoi ils vont appuyer leurs efforts. Et mon inquiétude est qu'on fait choisir nos étudiants de plus en plus tôt, alors même qu'ils n'ont pas encore été beaucoup en stage et que, par exemple, ils n'auront pas encore eu leur stage de 6e année qui peut modifier, on le sait, jusqu'à la dernière minute, nos étudiants modifient leur choix. Donc, je trouve difficile pour des étudiants en 5e année de se positionner déjà sur des choix professionnels d'exercice. Je comprends cette inquiétude et on attachera du prix. En tout cas, c'est une demande très formelle qui a été faite pour que les étudiants aient accès, et ça fait partie des priorités de l'année prochaine, aient accès assez vite à justement un entraînement et à des réponses aux cas cliniques posés pour qu'eux-mêmes se mesurent, s'évaluent au fil de leurs 2 années, un peu plus de 2 années, puisque, encore une fois, les échos se compteront de toute façon dans cet appariement, mais qu'ils puissent eux-mêmes savoir où ils se situent dans l'appropriation de leurs connaissances au fur et à mesure. Et ça, pour nous, alors ça fait partie des… je ne vais pas dire du deal, mais ça fait partie des demandes très formelles que les 2 ministères ont fait auprès, entre autres, d'Olivier Palombi et de la mission R2C pour qu'il puisse y avoir rapidement et dès l'année prochaine un entraînement qui puisse se faire pour qu'on mesure l'appétence qu'on a sur telle ou telle discipline. Marc a demandé la… Oui, je voudrais être obligé de vous lâcher dans 10 minutes. Je suis désolé, oui. J'avais prévu une… Je voudrais compléter et répondre aux inquiétudes de Madame Durieux et ceux qui pourraient en avoir également. Alors, pour la partie, pour l'appariement proprement dit, on a besoin de terminer nos simulations. On a la promotion qui vient de passer les ECN nous avait déjà beaucoup aidé en établissant un certain nombre de choix. On leur avait demandé d'exprimer des vœux avant le mois de mars et il y a à peu près 5100 étudiants pour lesquels la réponse est exploitable sur les 5700, mais on aurait aimé qu'ils soient davantage et qu'ils nous aident à être beaucoup plus exhaustifs sur les 8300 étudiants français, de façon à ce que la simulation que nous avons réalisée et qui marche très bien, je peux vous le dire, mais comme les résultats sont imparfaits, puisqu'il me manque à peu près 3000 étudiants, c'est difficile à extrapoler, en particulier pour des spécialités où il y a un étudiant tous les 2 ans, comme la génétique par exemple. Donc, l'idée, c'est que l'on poursuive et qu'on demande à la même promotion de parfaire les vœux cet été. Et j'ai eu une discussion ce matin avec la directrice du CNG et il semble qu'on puisse arriver à un accord avec une convention d'exploitation d'un certain nombre d'indicateurs étudiants qui vont nous permettre de répondre aux questions de la simulation. Alors, l'idée n'est pas de les faire choisir en 5e année. L'idée, c'est de les faire choisir à l'issue de leur 2e cycle, c'est-à-dire avec la note de parcours et la note différenciée ou pas des écosses, tenant compte évidemment des EDN qui auront eu lieu au mois d'octobre. Et donc, ce que l'on souhaiterait mettre en place au cours de la 6e année, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à se positionner et que l'on puisse proposer aux étudiants une aide
finalement à une forme pour déterminer à la fois les vœux souhaités, les vœux de cœur et puis les vœux de raison, mais que ce soit positivement exprimé par l'étudiant et qu'il puisse ainsi hiérarchiser au minimum 28 vœux, puisque ce sont les 28 subdivisions sur la même spécialité qui sont notre plancher du nombre de vœux exprimés. Non, l'idée au contraire, c'est de ne pas les presser dans leur choix, de faire en sorte que leur choix puisse exprimer leur profil de réussite et qu'on les aide ainsi à se positionner au mieux et de faire une liste hiérarchisée de vœux. Christine, tu voulais conclure? Oui, je voulais conclure, non, parce que vous conclurez sans moi. Mais non, ce que j'allais dire, c'est qu'on attache aussi du prix à voir comment on pourra traiter les remords. Voilà, juste pour dire que voilà, on comprend aussi qu'à un moment, un étudiant voilà, ne souhaite pas et souhaite éventuellement recommencer. Ça fera partie des cas particuliers qu'on doit absolument traiter. C'est ça que c'est juste ce que je voulais dire sur ce thème. J'ai une dernière question très courte. J'ai une dernière question très courte. Quand est-ce qu'on va connaître l'organisation de la 6e année pratique pour voter nos MC2C et faire tout le travail qu'on doit faire de mise en place de ça? Donc, la 6e année dans 3 ans, c'est bien de ça dont on parle. Ouais. Donc, à la rentrée, a priori, le texte va sortir. C'est ce que je dis. En l'occurrence, de toute façon, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir cette UE de sciences humaines et sociales. Sur l'organisation, ce qu'on sait, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, c'est qu'il va y avoir donc, les EDN avant le 1er novembre, il va y avoir les écos facultaires, les écos nationaux auront lieu vraisemblablement en avril ou mai. Ça, c'est encore à voir avec vous. Là-dessus, nous, on se calera sur les propositions qui nous seront faites sur ce sujet. Et on voit après avec le CNG quand est-ce qu'on mettra en place l'opération appariement, puisque c'est le CNG qui s'occupera de l'appariement. Donc voilà, et il y aura cette UE de sciences humaines et sociales. Ça fait partie des travaux qui nous ont été rendus lors de notre dernière réunion, mais qu'on n'a pas encore eu le temps, de regarder. Donc je sais que le travail a été fait. Donc il faut qu'on regarde ce qui a été fait, en particulier sur cette UE SHS. Et vous le saurez suffisamment tôt. On sait bien qu'il faut le faire et le faire vite. Christine, je pense que je me fais porte-parole de l'ensemble des enseignants et des étudiants pour te remercier pour ce temps d'échange qui était important pour nous tous. Je crois que là, tu as donné à la fois les grandes lignes et les derniers arbitrages là, pour cette réforme du 2e cycle. Je pense que peut-être que lorsque les textes seront parus, il y aura peut-être la possibilité de faire une autre séance, cette fois beaucoup plus pratique de mise en place. Écoute, moi, j'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent, mais de toute façon, ça importe qu'on puisse échanger. Je pense que vous êtes tous, quand vous êtes, nous qui sommes au contact des étudiants, je pense que vous êtes tous au contact des étudiants et que, de fait, en général, quand on s'adresse également à la conférence des doyens, etc., ils sont au contact des étudiants. Donc, voilà, on a à cœur de faire en sorte que cette réforme fonctionne et elle, comme vous l'avez dit, elle ne peut fonctionner que si on se l'approprie et en écoutant les arguments des uns et des autres, puis après, à un moment en arbitrant, mais soyez assurés qu'on essaye autant que faire se peut de le faire dans l'intérêt de l'étudiant et en écoutant aussi les enseignants qui sont bienveillants vis-à-vis de nos étudiants. Je tiens à le redire parce que parfois les étudiants nous disent « ça ne va pas assez vite ». Donc, ouais, mais bon… ça a été une année un peu difficile pour tous et donc on y arrive quand même et merci à vous. Donc à très bientôt et ça sera toujours avec plaisir, mais peut-être en présentiel un jour parce que je ne cache pas que moi les visios je commence un peu à en avoir un peu marre, mais voilà. Et si je n'ai pas l'occasion de vous le redire, bel été à tous et que nous en profitions parce que nous le valons bien et nous le méritons bien. Donc merci et à bientôt.
Au revoir. Merci beaucoup, Christine. Merci. Au revoir. La première partie de notre réunion d'aujourd'hui, je pense, là, vous a apporté pas mal de réponses. Et à nouveau, le message que moi j'aimerais vous porter, c'est que toute la richesse de vos remarques, de vos réflexions a été amenée bien sûr au sein de la conférence des doyens puisque nous discutons de ça et aussi bien sûr vers les conseillers, ce qui permet là d'avoir des réponses qui vous ont été apportées aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez aborder? Parce que sinon, pour un petit peu aller dans ce que je souhaitais vous proposer pour continuer cette réunion, nous avons fait, il y a déjà 2 séances, un petit tour de France pour savoir où en étaient là les facultés dans la mise en place justement de la R2C. Nous avions eu les témoignages là de Besançon, de l'Université de Paris, de Caen, de Saclay, de Rennes, de Sorbonne Université, de Lyon-Est, de Nice, de Bordeaux, de Reims et de Nancy. La question est la suivante, y a-t-il une autre UFR de médecine, de santé qui souhaite prendre la parole, que ce soit bien sûr le binôme enseignant-étudiant de la R2C qui prennent la parole pour nous dire un petit peu où ils en sont, s'ils ont aussi des difficultés, parce que nous sommes là aussi peut-être pour trouver des solutions ensemble, justement pour qu'il n'y ait pas de facultés qui se sentent un petit peu mises à l'écart. Amiens est-il présent? Non, personne. Bordeaux? Non, Bordeaux c'est fait, pardon. Brest, je suis sûre qu'il y a. Alors, en attendant, Vincent Audard? Oui, juste pour montrer que, bon, même si on est un petit peu pas contestataire ni dissident, voilà, on essaie de faire le job et on essaie de tout mettre en place. Donc, on n'a rien préparé avec mon référent R2C étudiant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé la dernière fois. Donc, nous, ça se met en place progressivement. Encore une fois, moi, je regrette un petit peu parce que quand monsieur Braun disait tout à l'heure qu'effectivement, nos étudiants, depuis 1 an, s'entraînaient sur la nouvelle docimologie, notamment pour les DFA-SMA actuels, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, on avait voté les modalités de contrôle des connaissances et dans les modalités de contrôle des connaissances votées en août dernier, il y a presque 1 an, on ne savait pas encore que la réforme allait toucher les DFA-SM1 avec le CN nouvelle formule. Et donc, on est resté sur des dossiers typiques, dossiers progressifs avec 15 questions et les questions isolées. Bref, à partir de l'année prochaine, en tout cas pour nos DFA-SM1, DFA-SM2, on a communiqué auprès des enseignants. On a fait un petit livret d'informations, effectivement, à destination de tous les étudiants que je pourrais éventuellement communiquer s'il y a des UFR intéressés sur comment rédiger un KFP, comment rédiger… alors, j'ai tout mis sauf les TCS, mais il y a tout le reste, en tout cas les zones à pointer, etc., les QCM à contexte enrichi. Pour ce qui est des situations cliniques de départ, ayant vu effectivement apparaître ces situations cliniques de départ assez rapidement dans le décret qui date du mois de septembre, j'ai demandé à tous les enseignants de faire des PowerPoint ou des petites vidéos enregistrées permettant de montrer les algorithmes pour aider les étudiants, qui sont disponibles pour nos étudiants sur toutes les situations cliniques de départ. On a 80% déjà des enseignants qui ont fait le travail et qui ont enregistré, et puis qui ont enregistré leur PowerPoint. Donc, ça, c'est un plus pour nos étudiants cristoliens. Donc voilà, ça avance, la nouvelle docimologie. Puis effectivement, nous, on va rétrécir maintenant, pour revenir vraiment à des choses technico-pratiques, où ça sème un petit peu le trouble. On avait cet enseignement intégré que vous évoquiez tout à l'heure. L'étudiant va en stage le matin, l'après-midi, il a un enseignement théorique 2 fois par semaine avec des séances interactives. On va garder le même concept, mais forcément, de facto, dans la mesure où la 6e année était destinée à préparer nos étudiants avec des conférences sans thème ou des conférences thématiques, et que nos étudiants et nos enseignants ont souhaité maintenir ces conférences, ça nous amène à condenser l'année, et ce qui fait que l'année qui habituellement se terminait vers le mois de juin pour le 3e trimestre, les épreuves facultaires, on va la faire se terminer pour nos DFA-SMA l'année prochaine, un petit peu plus tôt pour le mois de mai, pour leur permettre, à partir de mi-mai, sur 1 mois et demi, réviser tout ce qu'ils ont vu sur l'année, pour leur donner la possibilité de faire, entre guillemets, un 2e tour. Donc, tout va s'accélérer. Alors, bien sûr, la docimologie et les items ECN ont été réduits
peut-être pas suffisamment, mais voilà, on peut espérer que quand même il y ait moins de connaissances théoriques à assimiler. Alors, rien n'est moins sûr, on va voir un petit peu ce que ça va donner effectivement par rapport aux résultats des épreuves facultaires avec cette nouvelle docimologie et ces items un petit peu réduits. Et on tiendra compte exactement comme pour le CN final, des rangs A et des rangs B. Et par contre, on est bien resté parce que là, j'ai appris, effectivement, moi, je n'avais pas connaissance qu'il fallait avoir 14 pour les rangs A. On reste toujours à 70% et 30% de rangs B, c'est ça? Ça n'a pas changé. Non, non. La note minimale pour pouvoir là s'inscrire aux Écosses est bien d'avoir une note supérieure ou égale à 14 sur 20 pour les items de rang A des EDN. D'accord, ok, 14 sur 20. Oui. Ok, bah nous, pour être cohérent par rapport à l'esprit de la réforme, on fera pareil pour nos épreuves facultaires pour essayer de préparer au mieux nos étudiants. Voilà. Merci beaucoup. Si M. Petrovic veut rajouter un mot. Je n'ai pas vu s'il était connecté. Bon, bah écoute. Mais ce que nous avons bien compris, c'est que vous êtes là tous aujourd'hui parce que vous êtes référent à R2C, que vous avez été nommé par vos doyens respectifs et que forcément, vous étiez des pédagogues avertis qui travaillaient avec les étudiants et que si vous posiez des questions légitimes auxquelles on répond, ce n'est pas pour ça que vous bloquiez au niveau de vos UFR. Ça, on avait totalement compris cette démarche. Voilà. Marc, tu souhaitais intervenir? Juste préciser que le conseil scientifique a terminé des fiches techniques pour la rédaction des nouveaux outils de docimologie. Vincent, si tu veux me les envoyer, à ce moment-là, on va faire une tête synthèse et incorporer vos bonnes idées si c'est une manière de faire qui convient. Sinon, les fiches sont nous terminées avec beaucoup d'illustrations. Je voudrais remercier Fleur Cohen, Damien Roux et Jean-Paul Fournier y avoir largement participé. En tout cas, le Vademecum est prêt. On cherchait juste à essayer de le faire en un seul corpus en lui donnant un graphisme, mais s'il y a une urgence à le diffuser, on est prêt à diffuser ces fiches très rapidement pour permettre aux uns et aux autres de s'approprier l'utilisation des outils, quand est-ce qu'il faut les utiliser, quelles sont la manière d'écrire, quand est-ce que c'est pas bon, quand est-ce que c'est bon, quels sont les éléments qui permettent d'être efficace dans la rédaction. Évidemment, c'est à diffuser aux étudiants aussi parce qu'il faut que les règles du jeu soient partagées totalement entre les deux parties, c'est ceux qui posent les questions et ceux qui y répondent. En fait, nous, on a mis un système à l'UPEC où je récupère toute la docimologie pour l'année, la production docimologique, dès le mois d'octobre. Okay. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je les fais travailler pendant l'été et je leur demande, dès le mois d'octobre, qu'on m'envoie les mini-DP, les zones à pointe. Habituellement, on faisait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu les alerter très, très tôt en amont pour pas avoir on a 3 sessions d'examen dans l'année pour pas avoir à courir après les examens au mois de décembre, ce qui est jamais un petit peu fâcheux. Mais je vous enverrai si vous voulez, mais je pense que vos documents sont beaucoup plus complets, mais si ça peut compléter un petit peu, enfin bon, si on trouve des éléments qu'on a oubliés et que vous faites qui figurent dans vos fiches, à ce moment-là, on le complétera et ça permettra d'avoir un document qui soit le plus précis possible. Et ensuite, il faut s'y lancer et ensuite tester surtout, et réintroduire des modifications et les relancer dans la machine parce que finalement, il n'y a que l'administration aux étudiants qui est l'épreuve absolue de la qualité d'une question. Au conseil scientifique, on en a le témoignage, on a encore eu le témoignage cette année avec les ECN. Ok, je suis amateur. Merci. Est-ce que Bruno Moulin, pour Strasbourg, tu pourrais quand même là nous faire un petit point parce que je sais que les Écosses ont été mis en place à Strasbourg. Oui, alors bon, je n'avais pas prévu d'intervenir là-dessus, mais effectivement, bon, Strasbourg, on a mis en place les Écosses. Là, j'organise une réunion avec toute une équipe qui s'est investie dans les Écosses, donc de formation pour les enseignants. J'ai demandé à ce qu'il y ait un référent par spécialité et à terme un référent par service pour l'organisation des Écosses. Et donc, on fait tous les 2 mois une grande réunion de formation avec 40 ou 50 participants, avec récemment quand même beaucoup de jeunes, chefs de clinique ou MCU, et c'est une bonne chose parce qu'ils vont effectivement porter cette nouvelle
cette nouvelle technique d'évaluation dans les services. Donc, pour les échos, ça fonctionne bien. Sur l'organisation, la R2C nous oblige à revoir complètement l'organisation des stages et des modules, puisque en fait, on avait des stages intégrés pour 3 ou 4 disciplines comme la pédiatrie, la gynéco-obs et la psychiatrie. Donc là, il y a un énorme travail qui est en train d'être fait pour les réintégrer dans l'enseignement standard. Et donc, on a des stages internés, 2 mois de stage, 2 mois d'enseignement. Et on a donc également un gros travail qui est en cours de réduction du volume horaire d'enseignement, avec donc plus de travail personnel des étudiants, un peu moins de travail présentiel, puisqu'on doit tous terminer pour le mois d'avril. Voilà, donc notre problème, c'est le rétro-planning pour avoir tout terminé début juillet avec les rattrapages de la 5e année pour que les étudiants aient encore 3 mois avant les EDN. D'accord. Bon, ça avance. C'est sûr que la docimologie pose aussi problème parce qu'on a un corpus d'enseignants qui n'est pas encore formé. Donc, j'ai lancé les QRM à contexte enrichi cette année, les mini-DP. Donc, ça, c'est très bien accueilli, les mini-DP. Pour les KFP, on attend d'avoir un peu plus d'informations sur le point. Et puis, voilà, ça va se mettre en place progressivement. C'est une très lourde organisation. Oui, non, mais c'est lourd, mais c'est une bonne chose. Je vous rappelle, je me permets de vous rappeler que mercredi, nous avons la commission pédagogique de la conférence des doyens avec comme thème les TCS et les KFP. Je crois qu'avec cette réunion de pédagogues pour les enseignants et les étudiants, vous aurez quand même beaucoup de réponses là aux questions qui sont posées. Et ça sera intéressant d'ailleurs qu'à l'issue de cette commission, on puisse après refaire le point, après bien sûr après discussion avec vos propres enseignants. Mardi, je crois, hein, si je m'abuse. Oui. Pas mercredi, mardi. Dernier point, là, tant que j'ai la parole, je voulais demander à Marc, il y a un point que je n'ai pas bien compris, mardi peut-être que je n'ai pas bien écouté, c'est les étudiants vont choisir pour le matching en connaissant leurs notes, non seulement d'EDN, mais également d'ECOS et de parcours. Oui, c'est ça, Tout à fait, ils ont leurs 3 notes. Absolument. Oui. Mais oui, excusez-moi. Si on fait une aide au choix et aux meilleurs vœux et qu'on le lance sur la totalité de la durée de la 6e année, il faut bien que les étudiants comprennent que c'est une simulation tronquée. Alors, il y aura évidemment les notes des EDN d'octobre pèseront lourd, hein, puisque ce sera 60% et ils auront déjà une indication. Mais après, la réussite aux Écosses et une réussite très, très honorable sur les 10 stations va évidemment être requise pour que ça pèse aussi sur 30% de la note. Le parcours, on ne se fait pas beaucoup logiquement, le parcours et les 10% devraient être assez facilement saturés. Et de loin, vous allez voir que ce n'est pas complètement arbitré, donc c'est compliqué pour nous de développer ça, mais dans le parcours et dans ce que la mission a proposé à l'arbitrage ministériel, la recherche n'est qu'une toute petite partie de la valorisation du parcours. Et que des étudiants qui vont en Erasmus, un étudiant qui s'engage, qui s'engage y compris dans des institutions médico-sociales, qui est tuteur. Ce que l'on cherche, c'est qu'on transforme progressivement nos facs en des facs apprenantes. C'est-à-dire que les étudiants participent au processus de formation des plus jeunes, devenir tuteur d'Écosse, tuteur de simulation, tuteur dans des TP de premier cycle, typiquement, ce sera maintenant valorisé. Donc, ce n'est pas que le master. Le master, évidemment, c'est quelque chose de très symbolique et il y aura que quelques étudiants qui font un master en parallèle, encore plus rarement des étudiants qui font une thèse, mais l'idée est aussi de pouvoir favoriser le double parcours, hein, comme ça se fait à Strasbourg de façon remarquable. Hein. Et l'idée, c'est finalement de valoriser toute une série d'initiatives étudiantes qui sont naturellement mises en œuvre depuis des années et qu'on va pouvoir maintenant valoriser, évidemment avec un plafond. Mais l'idée n'est pas tellement que ça pèse lourd dans
l'appariement. L'idée, c'est que quand on se retournera dans 10 ans, on ait davantage d'étudiants engagés, soit dans des activités collectives, soit qui ont fait davantage de masters, soit qui sont partis beaucoup plus souvent en Erasmus qu'ils ne le font aujourd'hui. Bref, qu'on se rapproche d'une modalité de scolarité qui est celle des grandes écoles et qui permet de valoriser ce genre de parcours étudiant. On a une explosion des demandes de tutorat. Hein. Oui, eh ben, tant mieux, il faut utiliser cette force et cette intelligence. Alors, c'est probablement stratégique de la part d'étudiants, mais chiche, tant mieux, parce que ce sont des supplétifs. Enfin, pour ceux qui ont commencé, nous, ça fait 3 ans à Nancy qu'on fait écrire des scénarios d'Écosse aux étudiants. Je peux vous dire que c'est des étudiants et les anciens maintenant coachent les jeunes qui rentrent dans le tutorat en 3e année. Je peux vous dire qu'ils sont capables d'écrire des scénarios d'Écosse qui sont absolument remarquables. Et donc, il faut utiliser cette force d'entraînement et cet engagement étudiant pour pouvoir nous-mêmes entraîner l'ensemble du collectif enseignants-étudiants dans la modification d'un enseignement qui est centré sur l'étudiant. Hein. Je le rappelle, c'est fini le centrage sur les enseignements. Donc voilà, je pense sera à la fin, je pense qu'il y aura une réelle vertu à la valorisation du parcours. Alors, on va prendre deux dernières questions et après, on a déjà un petit peu dépassé l'heure. Il y a José Labarrère qui avait demandé la parole avant et Cécile, je vous donne la parole après. José? Oui, bonjour. C'était une question par rapport à ce que vient de dire Monsieur Moulin. C'était sur la temporalité en fait de la formation. Est-ce qu'il y a des universités qui ont déjà basculé une partie de leur 2e cycle sur le 1er cycle? Et si c'est le cas, comment ils s'accommodent des règlements de DFGSM et de DFASM? Parce qu'effectivement, la période va être très comprimée. Hein. Il faut qu'en 5e année, c'est absolument tout fini. Donc, c'est sans doute le cas dans beaucoup d'universités. Mais là, j'ai cru entendre ce qui venait d'être dit, c'est qu'on va encore comprimer un peu plus. Et est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée sur basculer une partie, par exemple, une partie de la formation pratique de 2e cycle sur la fin du 1er cycle, par exemple, sur le 2e semestre de la dernière année de 1er cycle, sur le 2e semestre, la 3e année de médecine? Moi, je peux répondre pour Nancy. Nous, ça fait une quinzaine d'années que 2 ou 3 modules de 2e cycle sont enseignés de manière uniquement théorique dans le dernier trimestre de la 3e année, du G3. Mais il y a la partie pratique, pour l'instant, ne peut pas être basculée puisque les étudiants ont un statut d'étudiant hospitalier uniquement lorsqu'ils rentrent en 4e année. Donc, tout ce qui relève de stages rémunérés, pour l'instant, il n'est pas question de faire évoluer, à ce que je sache, la réglementation et que les étudiants rentreraient plutôt en tant qu'étudiants hospitaliers que ce qu'ils ne le font aujourd'hui, c'est-à-dire au début de la 4e année. Mais il y a d'autres universités, j'en suis certain, qui ont dû faire pareil. On fait 4 modules anticipés à Strasbourg, de 2e cycle en 3e année. Oui, Reims, pareil. Alors, Cécile Badoil, vous voulez intervenir? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci, Marc. Absolument tous d'accord sur le fait que des étudiants qui ont une vision plus complète et qui sont allés ouvrir leur chakra en recherche ou autre, c'est absolument fondamental et c'est comme ça qu'on aura des citoyens médecins et ouverts à tout. Notre problématique à l'heure actuelle, c'est face à nos étudiants, qu'est-ce qu'on leur… Parce qu'on ne va pas se mentir, ils vont aller aussi dans les endroits où ça va être comptabilisé. À l'heure actuelle, c'est cette difficulté-là qu'on a de savoir qu'est-ce qui va compter ou qu'est-ce qui ne va pas compter. Tu dis que, par exemple, il y en a qui sont rédacteurs pour la docimologie, c'est super. Mais est-ce que ça, c'est formalisé quelque part? Est-ce qu'il y a un espèce de vadémécum Non, c'est un tutorat. C'est un tutorat. Je pense qu'il faut c'est compliqué. Oui, mais on vous donne la liberté. On vous donne la liberté et vous voulez des textes précis. C'est quand même embêtant. Non, Marc, c'est pas ça. C'est que tu sais très bien qu'on va risquer d'avoir une façon d'interpréter les choses suffisamment variable pour créer éventuellement des difficultés entre universités ou entre profs ou entre choses. Est-ce qu'on va avoir assez rapidement
parce que là, c'est nos piou-piou déjà de deuxième année qui n'étaient pas très au courant, qui ne se sont pas forcément engagés à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre. Après, les choses vont se précipiter. Pour la troisième année de l'année prochaine, ils seront complètement dans la réforme. Qu'est-ce qu'on leur répond maintenant pour leur dire inscris-toi, fais les choses pour que justement on soit le plus avertis pour les accompagner là-dedans, parce que derrière nous, on a quand même des cohortes d'étudiants qui disent vous nous avez pas dit les choses, vous nous les avez pas expliquées, et surtout la lecture n'était pas simple. C'est juste pour être, même si on a la liberté, il y a des moments donnés pour que ça soit homogène sur le territoire, qu'on ait un espèce de vadémécum. Ok, alors moi, la grille, moi, je suis embêté parce que la mission a transmis la grille à ceux qui lui ont donné l'ordre, hein. Donc, la mission, elle a transmis le parcours et la note de parcours qu'on avait écrit dans le cadre de la mission au cabinet, de façon à ce qu'ils en tirent des éléments des arrêtés. Après, on peut poser la question à nous si on peut diffuser cette note, mais qui reste la note de la mission, hein. Alors, je ne pense pas qu'elle changera beaucoup, mais après, il faut qu'elle soit traduite en termes d'arrêté. Et je sais que les scolarités, elles se fichent d'une note, hein. Elles vont vouloir avoir un arrêté officiel de la manière dont le parcours sera écrit, transformé par le jargon administratif que vous connaissez, étampillé par la direction juridique du ministère. Donc moi, j'aimerais bien vous donner la grille, parce que finalement, la grille de toutes les options possibles, et encore, on les a pas. Je suis sûr que dans les facs, il y aura une invention qui permettra d'atteindre l'objectif, hein. L'objectif, c'est de valoriser le parcours, aussi original qu'il puisse être, hein. Donc, Non, moi, je suis embêté pour te répondre, parce que du coup, je suis un peu en dedans, parce que c'est d'une diffusion d'une information sur laquelle on avait travaillé, mais dont je ne suis plus maître. Oui. Donc, on peut poser la question. Très clairement sur le parcours, là, tant que le rapporteur n'aura pas donné son aval, on ne pourra pas fournir un début de texte. C'est parce que j'avais fait la demande auprès des cabinets de pouvoir vous donner une première version au moins du décret. Ça avait été demandé à plusieurs reprises, et ce qu'on nous a fourni comme réponse, c'était d'attendre là que le décret paraisse, et que derrière, pour les arrêter, ça serait beaucoup plus simple, effectivement, de donner des versions préalables. Mais honnêtement, Cécile, je pense que le vrai message, c'est d'encourager les étudiants à s'engager, et que globalement, le cadre général devrait sans difficulté permettre aux scolarités de valoriser même des engagements qui ont été débutés en deuxième ou en troisième année, et d'en tenir compte dans le troisième cycle. Enfin, il faut qu'on mette vraiment de la souplesse et de l'ouverture d'esprit, ce dont je suis persuadé qu'on aura tous, hein. Globalement, on devrait avoir plus de 90% d'étudiants qui vont saturer le parcours. Eh ben, c'est très bien. Alors, Antoine Labbé. Oui, j'ai une petite question et une remarque. En fait, je suis surpris de voir que certains ont fait passer des matières, des UE du DFA en DFG, puisque si ça, ce n'est pas contourner l'esprit de la réforme qui constituait à réduire le volume de programme. En plus, venant des gens qui font la réforme, je suis particulièrement étonné, puisque moi, j'ai réduit le programme pour qu'il tienne dans ce qu'on me demandait. Je veux dire, si c'est pour le passer dans les années antérieures, ce qui veut donc dire qu'on va soit compacter une année de DFGSM, soit réduire des connaissances de DFGSM, qui sont des connaissances fondamentales, qui sont très importantes pour la suite. Donc, je suis très surpris que vous ayez passer les matières. Je réponds sur ce qu'on faisait depuis 10 ans. Il y a quand même des textes, il y a quand même des textes qui définissent les attendus des connaissances en DFG et en DFA. Je suis étonné que vous fassiez descendre ces matières. C'est pas une stratégie en lien avec la réforme, ça existait depuis 15 ans. Donc maintenant, on réfléchit à notre programme du deuxième cycle, et de toute façon, la réduction du volume des enseignements est au programme et tiendra dans les 2 années du deuxième cycle, hein. Mais ça veut donc dire, est-ce que vous nous conseillez à nous de faire passer des UE en DFG, puisque par exemple, moi, dans ma fac, je ne l'ai pas fait, mais si effectivement, dans certaines facs qui le font, je comprends que pour certains étudiants, ça peut représenter un intérêt. Vous le faisiez d'avant, donc vous avez de la chance, parce que ça tombe bien, mais nous qui ne le faisions pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre en avant
Je pense que c'est… Je pense que là, ce que nous avons fait à Reims, c'est un parcours intégré et pas un découpage en UE et sur le premier cycle ou le deuxième cycle. Et c'était là encore fait largement avant la réforme. Donc, on a continué dans ce sens. Et je pense qu'à Nancy, c'est pareil. Oui, et je pense que ce serait vraiment pas respecter les collègues et surtout les connaissances qu'il faut approfondir dans le cadre du premier cycle des études, surtout avec des étudiants qui vont arriver de manière très hétérogène, issus des licences avec accès santé, où je pense que impacter la fin du premier cycle par des thématiques du second me paraît pas une bonne idée. Je vous dis ce qui existait au passé à Nancy parce qu'on avait décidé de faire ainsi sur le dernier mois et demi de la troisième année. Maintenant, on y réfléchit très sérieusement à modifier notre premier cycle et notre second cycle et appliquer les fondements de la réduction du volume des connaissances. Mais très clairement, je peux vous dire que nous, on n'est plus sur cette optique-là. Cette année, on va encore épuiser une offre pédagogique basée sur des UE de connaissances, mais l'année suivante, notre offre pédagogique va être basée uniquement sur les situations de départ et pas du tout sur les UE de connaissances. Mais ça met un peu plus de temps à construire en termes d'ingénierie pédagogique entre ce qui est fait dans les stages pour la prise en compte des situations professionnelles de départ et celles qui sont prises en compte en grand groupe à la faculté. C'est une ingénierie un peu particulière sur laquelle on n'a pas eu le temps de travailler assez et donc on a décidé de repousser ça l'année prochaine, mais c'est très clairement l'offre qu'on va monter à partir de l'année 2022, c'est-à-dire centrée sur les situations professionnelles de départ et plus du tout sur les items de connaissances. Bruno Moulin. Et ça sera la dernière question. Avec le micro. C'est une question importante. Hein. Bon. Alors, à Strasbourg, on est peut-être un peu has-been et on insiste encore sur les connaissances. Donc, non, mais les situations professionnelles de départ ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas une maîtrise des connaissances. Donc, oui, il ne faut pas continuer à opposer connaissances et apprentissage du raisonnement. Enfin, oui. C'est absurde, ça. Oui, mais bon. Un étudiant qui n'apprend pas, il est juste incapable de raisonner. Donc, s'il ne maîtrise pas ses connaissances au préalable, toute la formation du raisonnement clinique n'a plus lieu d'être. Donc, c'est implicite. On est tous des pédagogues, et pour certains des vieux pédagogues, on est tous d'accord que pour faire de la bonne médecine avec des compétences, il faut quand même avoir un minimum de connaissances au départ. Et donc, le point qui vient d'être soulevé est important. Nous, depuis, comme ça a été dit à Nancy et à Reims, depuis plus de 10 ans, on a des modules anticipés qui permettent d'étaler le deuxième cycle et on en fait quelques-uns en fin de troisième année. Moi, j'ai regardé concrètement l'organisation déjà du deuxième cycle maintenant sur 18 mois. Si on avait à rattraper, à remettre ces 4 ou 5 modules dans les 18 mois, je pense que ça serait l'enfer pour les étudiants. Alors peut-être que parce que bon, vous dites la réduction du volume de connaissances, le programme, il est quand même toujours là. Les étudiants, ils vont le bosser à fond parce que, je me répète, mais l'EDN va être quand même la partie la plus discriminante. Et donc, les modules facultaires vont faire office en même temps de préparation à l'EDN. Donc, ça va être très important. À mon avis, ça remet également l'enseignement de la faculté au centre parce que les confs de préparation à l'ECN qu'on faisait, à mon avis, vont avoir du mal à être maintenus parce qu'ils ne pourront pas suivre à la fois les cours et faire des conférences le soir et préparer l'EDN en même temps. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu de flexibilité. C'était ça le propos de mon intervention. Un peu de flexibilité dans l'organisation aux facs. C'est-à-dire que si certaines facs s'organisent de telle façon qu'ils insistent sur le premier cycle et puis qu'ils arrivent à tout caser sur les 18 mois à partir de DA1, c'est bien. Nous, on fait un peu
modules intégrés entre le premier et le deuxième cycle sur le fondamental et puis la clinique pour certains modules. Je pense qu'il faut être assez flexible et laisser une certaine autonomie à toutes les facs. Si certaines veulent anticiper, c'est leur problème. Si d'autres arrivent à s'organiser pour faire tout en A1 et A2, c'est également leur problème. Mais je pense qu'il ne faut rien imposer de façon coercitive. Voilà. Bien, merci beaucoup. Nous avons eu une séance très riche là en échange. Je vous donne rendez-vous mardi, effectivement, de la semaine prochaine, le mardi 29 juin, dans le cadre de la commission pédagogique de la conférence des doyens. Tous les enseignants, tous les étudiants sont bien sûr invités à assister à cette visioconférence, hein, vraiment diffuser largement l'information. Et puis, on vous donnera un autre rendez-vous maintenant pour la rentrée, pour vous, référents R2C. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on aborde des thèmes particuliers, puisque ça nous permet comme ça de discuter entre nous et de faire l'ordre du jour de façon à ce qu'il réponde à vos attentes. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Marc, un petit mot de conclusion? Oui, bah écoutez, je pense que maintenant, il faut progressivement construire l'ingénierie pédagogique. Progressivement, globalement, notre réforme va se mettre en place de façon lente, et c'est logique parce que les efforts qu'on demande sont des efforts importants qui remettent en cause beaucoup d'habitudes dans les facs. Moi, je suis très positif sur l'évolution qui se mesurera, je pense, dans quelques années. Il ne faut pas être trop pressé. Et je redis pour ceux qui sont inquiets que le conseil scientifique accompagnera très progressivement l'évolution et qu'on a déjà fait beaucoup de changements. Je pense que vous vous en êtes rendu compte encore cette année sur la manière dont on évolue et qu'on contextualise les questions. Ce processus est déjà engagé pour les étudiants et je peux vous dire qu'ils y ont réagi de façon formidable. On a eu cette année une promotion remarquable en termes de réussite à des questions qui étaient des questions pragmatiques, des questions cliniques, des questions de situation sur lesquelles les étudiants ont été déjà très capables de répondre. Donc globalement, moi je pense qu'avec des étudiants intelligents que nous avons, je pense qu'on arrivera sans difficulté, mais avec le temps, à infléchir progressivement notre offre et à faire de nos étudiants de meilleurs professionnels que ceux que nous rencontrons, en particulier lorsque moi, en tant que doyen, je dois gérer des difficultés, d'étudiants en difficulté dans des droits hors mort ou des réorientations. C'est à eux que je pense aussi, pas simplement aux 500 premiers, mais je pense aussi à eux et à leur offrir une possibilité de poursuite d'une activité professionnelle dans le 3e cycle. Donc, on reste à votre disposition. La mission restera évidemment à disposition tout au long de l'année prochaine et on partagera vos difficultés. On essaiera de les résoudre ensemble. Merci. Pascal, je te passe la parole. Oh non, rien. Moi, c'était juste pour remercier tous les responsables qui sont présents, mais remercier aussi Christine Amirati qui a pris de son temps et en ce moment, je crois qu'elle est très légèrement débordée. Et c'était bien qu'elle montre l'importance qu'elle attache à la réforme et à écouter les responsables de R2C. Merci. Sébastien? Pas grand-chose à rajouter de plus. Je pense que Marc Braun a très bien résumé. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça aura répondu à vos attentes pour mettre tous ensemble en place la réforme. Et puis oui, bien sûr, les étudiants sont très moteurs et je pense que de toute façon, dans vos facultés, ils le sont déjà, notamment via le canal des référents R2C et mettent en place beaucoup d'éléments pour accompagner leurs collègues dans la mise en place de la réforme. Merci beaucoup à tous et à toutes. À mardi prochain et bonne soirée. Au revoir. Merci.